donc, on va passer à cette table ronde, la directive PEB, qui est l'actualité 2024. Quels impacts sur les évolutions réglementaires et les labels volontaires en France? Je vais appeler Christian Cardonnel, Marjolaine. Alors, attendez, on va passer la slide en même temps. Jingle en même temps, c'est super Guillaume. Voilà, parfait. Donc, Christian Cardonnel, Marjolaine Ménifer, Philippe Pelletier et Johan Zian-Giebel à venir me rejoindre. Venez, la scène est à vous. Pas de place attribuée, mais là, on les garde. On réserve ces places. Installez-vous, vous pouvez les applaudir. Ah bah oui! Merci beaucoup à tous les quatre. Merci pour cette vidéo, parce que vous avez œuvré pour avoir cette vidéo qui nous éclaire un petit peu, Johan, mais pas tant que ça. Donc moi, j'ai peut-être besoin qu'on me transcrive un petit peu la directive. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'était clair? Les messages étaient clairs. Mais on a peut-être besoin de rentrer dans le détail. Donc je ne l'ai pas présidé. Vous êtes vice-président de REVA. Vous travaillez énormément justement sur la transposition de la réglementation européenne en droit français et en droit allemand. Ah oui, droit français ou droit allemand? Dites-nous tout, Johan. Droit français, et je dirais aussi que je suis quand même membre de l'AICVF, membre du comité international et probablement un des plus anciens membres de l'AICVF ici dans la salle. Ça ne se voit pas. 40 ans. Ah. Voilà. Voilà. Alors, je crois que vous nous avez préparé quelques slides. La télécommande est ici, bouton vert, et vous vouliez nous partager quelques notions sur cette directive. Oui, on m'a demandé d'expliquer un peu la directive et l'environnement de la directive, parce que parfois on a l'impression que ça tombe comme ça de la Commission vers les États membres. C'est loin d'être le cas. Donc voilà, c'est le but de cette présentation. Et je me suis basé, j'ai repris quelques éléments de la vidéo, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes pour voir que c'est vraiment partagé avec la Commission européenne. Donc la première chose que j'ai retenue dans la vidéo, c'est reconnaissance. Reconnaissance de l'AREVA, forcément, parce que lui, on travaille au niveau européen, mais également des associations nationales, notamment comme l'AICVF et le comité international de l'AICVF, et on a étroit contact avec l'AREVA. Reconnaissance comme un acteur clé de la transition énergétique. Donc effectivement, je les vois parce que je m'occupe beaucoup de la coopération entre l'AREVA et la Commission européenne. La Commission européenne, elle écoute beaucoup les professionnels de l'AICVF, de l'AREVA, vous voyez. Pour moi, c'est quasiment la même chose. Parce qu'on a une approche système, ça veut dire qu'on n'est pas en train de vendre un produit, on ne fait pas du lobbying, comme beaucoup d'autres, mais on fait du conseil. Donc il y a une légère différence, mais ça veut dire qu'on essaye quand même d'avoir comme objectif la performance énergétique du bâtiment. Donc ça, c'est ça, la reconnaissance, ça c'est une chose. Et deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'est-ce qu'il a mentionné comme principal objectif de la directive. Ça veut dire qu'est-ce que la Commission a en tête. Je lis, désolé, j'ai mis les mots anglais, mindset. Évidemment, c'est l'élimination progressive des combustibles fossiles, basée sur deux choses. Maintenant, c'est la décarbonation. Il a mentionné qu'un tiers du gaz à effet de serre est consommé dans les bâtiments. Et le deuxième point très intéressant que je trouvais, qui est nouveau, on n'a pas entendu avant, que l'indépendance énergétique, et notamment indépendance énergétique par rapport au gaz russe. Ça, c'est quelque chose qu'avant, je n'avais jamais entendu au niveau de la Commission. Et effectivement, on consomme 50% de la consommation du gaz vient du gaz russe. Enfin, peut-être plus maintenant, mais avant, c'était le cas. D'autres points à retenir, également donc, dans son exposé, mais également dans la directive, c'est la priorité à la rénovation énergétique. Dans les exposés avant, on a beaucoup parlé du stock, pas beaucoup moins des flux. Avant, on était beaucoup sur les flux, ça veut dire que sur les bâtiments neufs. Maintenant, c'est plus dans les stocks, donc sur la rénovation
énergétique où il faut augmenter à la fois les rythmes. Aujourd'hui, les rythmes est autour de 1% du stock. Il faudrait aller au moins aux 2% ou 3% du stock. Et également au niveau de la qualité. Ça veut dire que pas seulement changer un composant, mais d'avoir une approche rénovation globale, rénovation plus profonde. Voilà. Et ce qui est mentionné aussi, c'est quelque chose de très important, c'est les plans nationaux de rénovation des bâtiments. Ça veut dire que chaque État membre doit donner une sorte de feuille de route à la Commission européenne. Il doit donner une première version d'ici fin 2025. Après, il y aura une consultation publique et ensuite, il y aura une version finale en 2026. Donc, ça veut dire que là, si vraiment la SCVF souhaite réagir, je pense qu'il faudrait s'impliquer dans ces consultations publiques au niveau de la rénovation des bâtiments. Et ça, c'était un des souhaits, comme il a dit, de la Commission, que les professionnels de du CVC, enfin du chauffage, ventilation et climatisation, s'engagent également au niveau de ces processus au niveau national. Voilà. Donc ça, c'était une annonce très importante. Et effectivement, une deuxième annonce, que c'était la publication du paquet de soutien à la directive performance énergétique. En fait, je l'expliquerai après encore plus en détail, la directive performance énergétique des bâtiments, c'est une directive cadre, mais la transposition, elle est au niveau national. Et donc, ça veut dire que la Commission, elle a élaboré des recommandations. Voilà. Et donc, ça serait intéressant de regarder quelles sont les recommandations de la directive par rapport à la transposition qui est souhaitée en France. Voilà. Et donc, le paquet va être publié fin juin. Tous les documents vont être sur le site de la SCVF et on aimerait bien qu'il y ait une discussion qui s'engage et qu'il y ait des contributions de vous pour avoir vos commentaires par rapport à ça. L'appel est lancé. L'appel est lancé, voilà. Et donc là, j'ai résumé en un diapo quels sont les nouveaux éléments qui sont mentionnés dans la directive, qui ont été déjà mentionnés par l'AD Voged. C'est la définition des bâtiments zéro émission. Ça, c'est très important. Ça veut dire que tous les bâtiments doivent être zéro émission, tous les bâtiments en 2050, c'est demain. Tous les bâtiments neufs doivent être bâtiments zéro émission, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais je pense que 2030. Et ce qui est intéressant, ça s'appelle les bâtiments zéro émission, ça s'appelle Z, en anglais c'est ZEB, donc c'est le E de l'énergie a été remplacé par le E de l'émission. Donc vous voyez qu'il y a déjà là un changement de paradigme. Après, il y a les déploiements à grande échelle de l'énergie solaire, voilà, énergie renouvelable. Très intéressant aussi pour nous le nouveau aspect lié à la qualité de l'air intérieur. Ça, c'est un nouveau sujet. Bâtiments intelligents, smart building, comme on dit en anglais, et des solutions énergétiques intégrées, donc un peu l'approche globale. Il a également mentionné la flexibilité de la demande par rapport à des systèmes énergétiques décentralisés utilisant des sources d'énergie intermittentes comme le solaire et éolienne. Donc ça veut dire que le bâtiment n'est plus seulement consommateur d'énergie, mais également producteur d'énergie. Avec l'électrification prévue, il va y avoir un pic de demande. Comment gérer tout ça? C'est pour cela qu'il y a cette flexibilité qui est très importante. Et moi, j'aurais rajouté, ça c'est mes deux choses que j'ai rajoutées là en bleu, c'est les MEPS, les Minimum Energy Performance Standards. Ça veut dire que les exigences par rapport à l'existant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la priorité est sur les bâtiments les plus consommateurs d'énergie. Et quelque chose de très important, précarité énergétique. On l'a mentionné aussi déjà ce matin. Ça veut dire qu'il faut que les bâtiments consomment moins et qu'ils restent abordables, finançables. Ça, c'est très important. Et voilà, 2 slides et après j'ai fini. C'est pour situer la directive dans son ensemble. Comme je viens de dire, la directive, c'est une directive cadre. Ce n'est pas un règlement. Un règlement,
tous les pays membres doivent l'utiliser sans changer à virgule. Ce n'est pas le cas avec la directive. La directive, elle permet des interprétations du texte, donc pour s'adapter plus ou moins à la situation de chaque pays. Donc ça veut dire que c'est la transposition qui est importante. La directive, elle donne un cadre. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut interpréter ou changer? C'est les méthodes de calcul. Bon, la directive, elle dit seulement qu'il faut avoir une méthode de calcul. Elle ne dit pas quelle méthode de calcul. En France, on a la REVA 20. En Allemagne, on a la DIN 18519. Donc, vous voyez déjà une différence. La France, c'est un pays qui se base sur la réglementation. L'Allemagne se base sur la normalisation comme outil technique. Voilà. Ensuite, les paramètres de calcul, par exemple les facteurs d'énergie primaire, très important si vous devez optimiser un bâtiment. Donc ça, c'est aussi c'est chaque pays qui peut les définir. Les niveaux d'exigence, en France, on a 50 kWh par mètre carré par an, énergie primaire. En Allemagne, c'est un peu différent, ce n'est pas les mêmes seuils. Et également, dans les définitions, par exemple, la définition des systèmes hybrides, c'est très important, mais le système hybride n'est pas défini dans les définitions. Donc, on ne sait pas est-ce que c'est des technologies, des énergies, quel pourcentage, etc., etc. Donc, si je peux juste pour vous montrer qu'il y a énormément de possibilités d'interprétation. Et c'est mon dernier slide. Ici, je vous ai montré où est-ce que nous sommes dans la mise en œuvre de la directive. Donc, ça a commencé, en fait, en 2024. Ça veut dire qu'en 2024, la directive a été publiée. Mais 2 années avant, il y avait des consultations publiques déjà pour savoir qu'est-ce qu'il est de la directive. Voilà. Donc après, la Commission, elle a travaillé avec les États membres, c'est la phase 2, dans la préparation de la transposition du document d'orientation, on appelle ça les guidelines. C'est pour avoir un peu une transposition un peu harmonisée. Voilà, c'est très important pour les industriels. Et seulement maintenant, on commence la phase de la transposition nationale et elle est prévue pour mai 2026. Voilà. Et après, il y a encore d'autres choses. Donc tout ça pour montrer que, et pour dire que chaque directive, ce n'est pas la Commission qui la met dans le cadre légal, c'est le Parlement européen, donc ça doit être voté, et c'est aussi les États membres. Donc juste pour montrer que la directive, elle ne tombe pas elle vient pas de Bruxelles comme ça, elle tombe ici, ça veut dire que c'est comment dirais-je, pendant beaucoup d'années, il y a des coopérations et des échanges avec la Commission, avec les États membres, etc., pour arriver à cette directive. Voilà. Donc, hop là, c'est plus moi. C'est pour Christian. Voilà. Donc en fait, le message que vous voulez nous faire passer, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude. Cette directive, elle a été rédigée, écrite en concertation avec les pays. Non, c'est pas ce que vous voulez dire? Moi, mon message, c'est dire que c'est pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude. À mon avis, il y a beaucoup d'inquiétude. Ah. Voilà. Mais c'est ce que je vois, c'est que les industriels, ils ont tout de suite compris quel est l'impact de la directive pour commencer. Donc ça veut dire qu'elle est très importante parce qu'elle donne l'orientation. Et ils ont très bien compris que la transposition au niveau national, elle est très importante et que ça va les impacter directement. Les industriels, ils ont compris pourquoi, parce que ça impacte directement leurs produits, donc c'est facile à voir, leur marché est directement impacté. Les professionnels du chauffage comme nous, j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins sensibilisés. On a l'impression que c'est beaucoup plus loin. On ne pense pas marché, on pense plutôt technique et on va dire de toute façon on va s'adapter parce que de toute façon il faudrait toujours optimiser les bâtiments, que ce soit avec une pompe à chaleur ou avec une chaudière, peu importe, on va s'adapter. Sauf que ça nous impacte quand même énormément. J'aurai quelques exemples à donner, mais bon, voilà, on peut peut-être dans la discussion revenir là-dessus. Merci beaucoup. Je vous laisse le micro. On va laisser la parole à Christian Cardonnel, membre de la ICVF. Je vais vous voler la télécommande, parce que Christian, vous avez quelques slides, donc membre de la ICVF, mais vous êtes également membre du bureau et du conseil d'administration d'Effinergie. Pour la ICVF. Pour la ICVF. Le micro marche, c'est bon ? Pas trop, je crois. Guillaume, le micro marche. Comment ?
Ah, il faut... Ah, pardon. C'est bon? Voilà. Ah, merci. Bon, oui, donc je participe effectivement aussi à EFI Énergie pour l'AICVF, mais à titre personnel aussi sur ça. Et c'est vrai qu'au niveau de la France, pour le bâtiment neuf, on a la RE 2020, on a la RE 2025. On est peut-être un petit peu les champions de l'Europe parce qu'on a quand même beaucoup avancé effectivement sur les données et on n'a pas de gros soucis effectivement pour faire des bâtiments basse consommation. On aura peut-être plus de soucis pour faire des bâtiments énergie zéro, tout ça c'est des points, mais on pense avancer. Et globalement, il faut savoir qu'aussi au niveau de nos associations, on travaille sur CAP 2030 et on évolue avec des GT sur différents paramètres performance. Groupe de travail, GT groupe de travail. Ces groupes de travail, il y en a 9 effectivement qui ont été élaborés. Et je vais laisser Marjolaine peut-être aussi en parler effectivement sur ça, mais on a pas mal de choses et on avance sur ça. Il ne faudrait pas qu'on change de cadre, par exemple changer de cadre au niveau peut-être des coefficients d'énergie primaire. On a des coefficients qui ont été donnés et qui sont technico-politiques, peut-être qu'il faut les conserver. Et c'est pareil au niveau du CO2, il faudra peut-être regarder effectivement les choses d'une façon précise, mais il ne faut pas qu'on change effectivement les méthodes et les valeurs effectivement de jour en jour. À mon avis, c'est très très important pour tout ça. On a aussi effectivement des points à voir, c'est sur la rénovation énergétique. Et sur la rénovation énergétique, on a le DPE, on a aussi les audits énergétiques qui sont maintenant calés avec une méthode de calcul. Et cette méthode de calcul comprend certains aléas. Bon, on peut regarder les points, mais il faut effectivement qu'on travaille avec cette méthode ou effectivement la faire évoluer doucement pour qu'on soit effectivement beaucoup plus performant. Et puis, on a aussi des labels, en tout cas des performances de A à G au niveau des bâtiments qui sont donnés avec une double étiquette à la fois en carbone et en énergie. Et on a ce terrain de jeu. Les classes de A à D à G ont été données et adaptées en fonction de points technico-économiques, parce qu'on n'a pas toujours la bonne cohérence entre les points. Mais il faut bien voir qu'au niveau de nos systèmes, si on a des systèmes qui sont à 100% énergie gaz ou gaz naturel, on est plutôt en fait sur une pente qui est en bas, peu d'énergie primaire avec un coefficient de 1 et par contre beaucoup de CO2, donc il faut bien regarder ce point. Et au niveau de l'électricité, on a par contre ce coefficient actuellement de 2,3, peu de CO2, de l'ordre de 80 grammes de CO2 par kilowattheure d'énergie utilisée. Et on a entre les deux effectivement le champ effectivement, de nos applications. Mais souvent, on va se retrouver sur ces deux grandes courbes de tendance, parce qu'on a souvent des solutions soit tout gaz naturel, soit effectivement tout électrique. Et il faudra qu'on trouve des solutions mixtes, hybrides, et trouver effectivement des améliorations à ce niveau-là. Et au niveau de tous nos échanges et tous nos points, je pense en fait qu'il va falloir, dans les calculs et les performances que l'on va faire, qu'on calcule bien les choses en séparant d'un côté les différents besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de rafraîchissement qui va devenir très important, et le besoin d'eau chaude sanitaire, je l'ai dit, puis après les consommations des systèmes qui vont être dépendants bien sûr du système que l'on va mettre en place, mais aussi de l'énergie qui va être utilisée. Et il va falloir qu'on décompose les choses. Pour tout ce qui concerne les besoins, j'ai mis effectivement, on m'a demandé peu de diagrammes, de slides, donc j'ai mis ça effectivement sur différents slides avec un point, effectivement, un diagramme en cascade qui va vous montrer effectivement le diagramme donc état initial où on va avoir des déperditions de chauffage à calculer avec 3 postes importants. Les déperditions par les parois opaques, ça c'est un élément essentiel. Donc on va caler en fonction du bien effectivement les différentes surfaces et les coefficients U et psi et les coefficients d'espace tampon nécessaires. Puis ensuite on a les baies vitrées qui représentent un coefficient de déperdition important. Mais les baies vitrées, ça nous permet aussi de faire rentrer du soleil dans l'habitat. Et ça, c'est un élément important, à la fois au niveau de la lumière, mais aussi de l'énergie. Alors bien sûr, en été, on va se protéger, mais il y a des protections mobiles maintenant. Et il y a beaucoup de choses qui se font sur les protections mobiles. Et puis, bien sûr, la ventilation, la qualité de l'air à l'intérieur de nos bâtiments, avec le système que l'on met en œuvre, mais aussi les infiltrations. On va venir caler effectivement tout ce qui concerne l'étanchéité à l'air des bâtiments, etc. Et tous ces besoins, effectivement, toutes ces déperditions vont être en partie compensés par les apports gratuits que l'on va récupérer dans le bâtiment en fonction de l'inertie thermique du bâtiment
et du rapport apport gratuit sur déperdition, et on aura des taux de récupération qui seront plus ou moins bas. On a le point rouge en fait qui va être le besoin de chauffage. Je peux exactement faire la même chose effectivement au niveau du rafraîchissement. On va essayer de limiter la température dans les bâtiments à 26 degrés et on va regarder effectivement ce qu'il y a. Et puis le dernier poste qui vient, c'est l'eau chaude sanitaire. Je n'ai pas représenté l'éclairage parce que l'éclairage, effectivement, c'est 2 kWh à peu près d'électricité par mètre carré à peu près en moyenne et c'est bon. Et puis bien sûr, si on a un bâtiment initial, on va venir effectivement rénover, on va améliorer l'isolation thermique effectivement des murs, on va réduire les coefficients U ou disons optimiser les coefficients SW des baies vitrées. La ventilation, on va réduire drastiquement les infiltrations, mettre en œuvre des systèmes hydro-réglables ou des systèmes double flux, etc. Par contre, on verra que dans ces conditions-là, les apports gratuits récupérés seront peut-être un petit peu moindres, donc il faudra le prendre en compte. Et on va baisser effectivement notre consommation initiale de 79 kWh, de notre besoin de chauffage de 79 à 40 kWh. Si on se débrouille bien, on va baisser effectivement les besoins de rafraîchissement, ça c'est vraiment très important. Par contre, comme l'eau chaude sanitaire c'est une référence, ça sera calculé en fonction du nombre d'occupants et de la taille du bâtiment, ça ne bougera pas au niveau du besoin. Et puis bien sûr, quand on fait la différence des deux, on peut trouver effectivement les économies poste par poste. On peut bien sûr y intégrer des coûts d'investissement et calculer la rentabilité des systèmes sur ce poste-là. Donc on a effectivement des choses à faire, mais il faut avant tout faire ce qu'on appelle effectivement le bilan besoin du bâtiment et peut-être ce qu'on pourrait appeler un BBIO un petit peu augmenté avec effectivement un point important. C'est ce qu'on fait depuis la RE 2000, RT 2000, pardon, et maintenant avec la RE 2000, 2025, on le fait très très bien. Et puis ensuite, on va passer, en fait, pardon, oui, j'ai oublié ce slide, on va regarder aussi, mois par mois, on va pouvoir regarder avec les méthodes de calcul que l'on a, les heures de chauffage, les heures où on a le bâtiment neutre et les heures où on a des surchauffes. Et là, vous voyez effectivement un diagramme un peu complet où on voit effectivement en janvier, par exemple, dans le bâtiment, on a un temps de chauffage qui est très très important. Par contre, on a quelques heures neutres et on n'a pas besoin de rafraîchissement. Par contre, dans les mois d'été, on verra effectivement des heures où on aura trop chaud, donc il va falloir faire du rafraîchissement, trouver des solutions. Par contre, on a le bâtiment neutre une grande partie du temps. Et donc, il va falloir qu'on aille vers des bâtiments très basse consommation en essayant d'augmenter effectivement la zone verte au total de nos bâtiments. Donc, on va essayer de caler effectivement ces éléments. Et puis, on voit aussi, dans ces calculs, on peut voir le jour extrêmement froid pour voir effectivement le niveau de puissance qui sera nécessaire, etc. Et puis, le jour extrêmement chaud où on regardera les heures effectivement très chaudes du bâtiment. Donc, on aura des bilans importants à caler sur ces postes-là. Autre point maintenant à voir, c'est plutôt les consommations. Et les consommations, ça va être globalement tout ce qui va concerner effectivement les systèmes et les énergies qu'on utilise. Donc on aura bien sûr les besoins de chauffage, le besoin éventuellement de rafraîchissement, les besoins d'eau chaude sanitaire. On va ensuite, et là je vais vraiment simplifier, calculer les différentes pertes des systèmes qui sont effectivement les pertes de distribution, les pertes de gestion, les pertes de stockage, les pertes de génération, etc. Donc on a différentes pertes et qui vont venir s'accumuler. Je préfère parler de pertes des besoins plus les pertes qui nous permettra de calculer une consommation. Arrêtons de parler de rendement de distribution, de rendement de générateur, parce qu'effectivement, ces rendements évoluent au fil du temps et il faut effectivement essayer de plutôt le calculer et le calculer d'une façon beaucoup plus précise sur ça. Puis ensuite, on verra la répartition de cette consommation d'énergie finale à la fois en énergie électrique et en énergie gaz. Donc on aura ce bilan qui sera intégré. Puis on va convertir tout ça effectivement en énergie primaire avec les coefficients, en rejet de CO2 et puis bien sûr en coût d'exploitation. Là ici, j'ai multiplié par 10 le CO2 et le coût d'exploitation pour avoir des échelles à peu près cohérentes. Et poste par poste, on va pouvoir calculer effectivement l'économie d'énergie, calculer la pertinence et voir où on va mettre nos sous et donc essayer d'être le plus en face efficient. L'efficience, c'est l'optimisation des moyens pour obtenir le meilleur résultat possible. C'est un des slogans effectivement des Finergies et on essaiera effectivement de le faire avec la ICVF et avec tous les partenaires. Donc c'est en cours. C'est en cours. On suit effectivement le point. Aujourd'hui, la rénovation est un petit peu en panne, mais on va sûrement rééquilibrer les choses rapidement. Il faut aussi qu'on évite les éco-délinquants
Et ça aussi, si on fait quelque chose de beaucoup plus précis, par exemple en faisant des travaux sur les bâtiments, sur la cohérence des surfaces, etc., on aura effectivement des postes à gagner, à avoir. Bon, Merci beaucoup, Christian. Alors, Marjolaine Meignier-Mifer, vous êtes présidente de l'Alliance HQE, ancienne parlementaire. Vous étiez vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Par rapport à HQE, par rapport justement à l'application de cette directive, enfin plus exactement sa transposition, inquiétude, pas inquiétude quand on est label volontaire ou comment ça se passe ? Alors, d'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir avec vous. C'est vraiment un super grand plaisir de vous retrouver et voilà, de pouvoir participer. Donc, est-ce que ça nous inquiète ? Ben, non, parce que finalement, comme Franck l'a dit finalement en introduction, la France, c'est un des pays qui est le plus en avance, en fait. Donc, de ce point de vue-là, quelque part, cette directive, elle nous bouscule pas avec la RE 2020. Bah, de ce point de vue-là, je pense que pour l'ensemble des acteurs, par rapport à d'autres pays d'Europe, je pense qu'on arrive à accueillir ça plutôt avec de la sérénité. J'ai envie de dire que dans la période, pour nous, en France, au moment de la transposition, ce qu'il va falloir être vigilant, c'est que surtout, on ne détricote pas tout ce qu'on a déjà fait, parce qu'effectivement, on l'a dit aussi en introduction, les vents contraires soufflent assez fort, et je crois que justement, nous, il faut qu'on ne se laisse pas embarquer par ces vents contraires, et qu'on se bataille pour garder notre longueur d'avance. J'ai envie de dire, c'est quand même typiquement français. On fait les trucs des fois un peu avant tout le monde. Après, on se fait renverser la carte. Après, on jette tout ce qu'on a fait. Puis à la fin, on nous expliquera comment faire ce que nous, on avait dit qu'il fallait faire. Donc j'ai envie de dire, surtout, passons pas par ces atermoiements. Défendons avec énergie les ambitions qu'on a et faire en sorte qu'effectivement ça s'enchaîne. Ensuite, au niveau des certifications, bah, par nature, les objectifs des labels, des certifications, c'est d'avoir un coup d'avance. Donc là encore, du côté d'HQE, mais enfin d'Effinergie et des autres, ben, non, là non plus, il n'y a pas de renversement de la table dans le sens où effectivement, on est déjà en avance et sur un nombre de sujets qui ne sont pas encore traités par la directive, on a aussi là des crans d'avance sur la dimension finalement multicritère, la question de la qualité de l'air et de l'environnement intérieur, des enjeux divers et variés qui font qu'aujourd'hui on est plutôt solide et plutôt bien pour accueillir ces nouvelles étapes. Donc on a des outils, on sait faire, il ne faut pas s'inquiéter avec ça et il faut garder le cap. Merci. Philippe Pelletier, vous êtes président du plan bâtiment durable. Comment ça se passe sur le terrain en termes de concertation ? Parce que ce que nous disait Marjolaine, c'est qu'on ne va pas défaire ce qu'on a fait, on va poursuivre en fait dans la continuité de ce qu'on a déjà créé, co-créé. Comment ça se passe ? Je réponds en me situant par rapport à la directive et au chantier que la Commission nous demande d'ouvrir en France. Une petite année divisée en 2 temps. Le deuxième semestre de cette année, la France doit établir sa feuille de route et la transmettre à la Commission. Et puis 5 mois en 2026 pour transposer la directive dans le système français. Alors, moi, je vois dans ce qu'on a entendu 2 éléments. Le premier, c'est un signal clair. Il va nous falloir évoluer en passant de l'énergie aux émissions, c'est-à-dire de l'énergie au carbone. Jusqu'à présent, dans le sujet de la rénovation, puisque c'est le plan de rénovation énergétique qui nous est demandé de faire, on raisonne énergie, économie d'énergie, comment réduire nos consommations. Le texte nous dit, l'objectif, c'est 0 émission. Ça veut dire que, bien sûr, on y arrive par l'économie d'énergie, mais qu'il va falloir approcher de front la question du carbone. Et ça, dans le champ de la rénovation, ce n'est pas fait aujourd'hui. Je vous donne un seul exemple. On fonctionne avec un dispositif éco-énergie tertiaire qu'on appelle le décret tertiaire, qui est cette obligation de rénovation du parc tertiaire de plus de 1000 m², et c'est une approche uniquement énergie. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à satisfaire cet objectif de 0 émission ? Est-ce qu'il faut introduire dans cette réglementation un paramètre carbone
qui ne s'y trouvent pas aujourd'hui. Donc on a là un premier chantier qui est un chantier qui va supposer une grande concertation entre nous tous. Et puis on a dans la directive une opportunité. Je ne sais pas si vous avez été attentif au titre de la directive, mais ce n'est pas une directive qui nous invite simplement à faire de la réglementation. C'est une directive qui nous invite à faire de la réglementation et des labels volontaires. Et moi, je veux insister sur ce dernier point. On a peut-être là une opportunité, avec des associations aussi fortes que la vôtre, d'expliquer au pouvoir public qu'on n'a pas besoin, pour atteindre ces objectifs et s'inscrire dans la directive, de nouvelles réglementations. On n'a pas besoin de nouvelles injonctions. Mais on a besoin de mobilisation volontaire, ce que les juristes que je fréquente appellent le droit souple, c'est-à-dire quelque chose qui est entre l'incitation, qui a été le point de départ, et puis l'obligation, qui est l'habitude française. On crée des obligations souvent de manière excessive. Entre les deux, il y a ce que les anglo-saxons appellent la soft law, c'est-à-dire elle est essentiellement contractuelle, des contrats individuels ou des contrats collectifs qui montrent le chemin. Si on a la curiosité de regarder le droit de l'environnement aux Pays-Bas, on observe qu'il est fait principalement de Green Deals, c'est-à-dire de ces engagements qui sont passés entre un représentant de la puissance publique et des forces vives du pays, des entreprises, des fédérations, des syndicats. Voilà. Et donc, moi je dis, l'opportunité que nous donne cette nouvelle phase, c'est de dire au gouvernement, laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Le cadre, on l'a, et on va collectivement arriver à mobiliser les énergies dans le bon sens. Alors, je ne dis pas ça en l'air, parce que vous, votre association, vous l'avez fait il y a 2 ou 3 ans. Il y a 2 ou 3 ans, on a signé ensemble un Green Deal où vous avez pris des engagements qui étaient des engagements d'évolution dynamique de votre secteur d'activité. Je ne sais pas où ça en est dans la mise en œuvre, et il faut le suivre de près, mais ce genre d'actions, il faut les multiplier. Donc, essayons, et je pense que ça arrive à un bon moment de maturité de la société des acteurs. Il y a 15 ans, il ne fallait pas en parler. Aujourd'hui, on peut en parler sérieusement, puisque, comme Christian l'a évoqué, les données, les éléments, les curseurs sur lesquels on peut jouer sont connus aujourd'hui, sont maîtrisés. Nous pouvons construire des démarches volontaires, concertées et collectives pour arriver aux résultats demandés par la Commission européenne sans qu'il y ait de nouvelles réglementations qui viennent nous fixer de l'obligation. Et moi, c'est cette opportunité-là que je veux qu'on travaille ensemble. Donc, si on saisit ça, les inquiétudes de Johan, je les partage moins, parce qu'on a une façon de tenir le manche et donc d'évoluer dans un sens qui conviendra aux sphères professionnelles. Merci Philippe Pelletier. Alors justement, Johan, est-ce que vous souhaitez rebondir sur les propos de Philippe Pelletier? L'inquiétude a-t-elle diminué depuis que Philippe a parlé? Non, pas vraiment. Mais c'est que vous êtes allemand. Parce que le laissez-nous faire, ça dépend toujours qui est en face. Si j'ai la ICVF, je ne me fais pas de soucis. Si je regarde d'autres, parce qu'on est quand même au niveau européen. Donc ça veut dire que la France, elle ne peut pas dire laissez-nous faire, et les autres, vous appliquez la réglementation. Ça ne va pas marcher. Donc ça veut dire que je suis quand même un peu inquiet par rapport à laissez-nous faire quand je vois l'influence des lobbies dans d'autres pays européens. Désolé, quand je vois la corruption, pour ne pas les citer, etc. Donc les laissez-nous faire, je suis un peu dubitatif. Alors, ce n'est pas laissez-nous faire que j'ai voulu dire. Moi, j'ai dit nous allons faire. Nous allons faire. Ah, bon, j'ai compris, laissez-nous faire. Nous allons faire. Oui, nous voilà. allons Alors, faire. par contre, nous allons faire. Là, je suis complètement d'accord. Toujours avec un petit quelque chose. Par contre, je trouve que
les pouvoirs publics, c'est au pouvoir public de fixer les objectifs clairs. Ça, c'est très important. Ça veut dire que la neutralité carbone en 2050, c'est important, etc. Et après, il faut s'y tenir, il ne faut plus les changer parce qu'après, ça devient compliqué pour l'adaptation de l'ensemble des acteurs économiques. Par contre, où là j'ai une critique, où je suis inquiet, vous allez dire que j'ai un caractère inquiet, ce n'est pas du tout ça. Mais, on ne dira rien. Hein. D'accord, ok. Où je vois des difficultés dans la directive, parfois elle va trop loin dans les moyens, dans les moyens de faire. Je pense qu'effectivement, ça ne sert à rien de défier tout ça. Je pense qu'il faut fixer les objectifs, ça veut dire que c'est ça qu'on veut, et c'est à des gens comme des gens ici dans la salle pour définir quelle est la meilleure solution pour y arriver. À la fois au niveau coût pour atteindre l'objectif, mais également adapté à chaque bâtiment. Donc c'est plutôt l'obligation de résultat, pas de moyens. C'est exactement, ce que vous dites. Exactement, c'est ça. Voilà. Et Marjolaine, j'ai vu que vous souhaitiez réagir tout à l'heure. Oui, parce que j'ai envie de convoquer mon boulot d'avant. Quand j'étais députée, du coup, on a passé beaucoup de temps à mettre en œuvre toutes les ambitions, les objectifs, les calendriers, tout ça. Et aujourd'hui, on sent bien qu'il y a, comme je disais, ce vent contraire qui fait qu'on interroge ce qu'on a fait avant. Et en fait, un des points dont les pouvoirs publics et les politiques ont absolument besoin, c'est du soutien des privés dans cette ambition. Parce que si les privés disent « Non mais nous, on y va, on ne veut pas revenir en arrière, on crante, on avance, on est prêt, ok, effectivement, faisons-le raisonnablement, parce que ça c'est important aussi, mais on est prêt, on ne veut pas de retour en arrière », ça donne de la force aux politiques pour pouvoir avancer. Sinon, on leur dit tout le temps, et parfois à juste titre, qu'ils sont un peu flottants, qu'ils sont en dehors du réel, et vous, c'est vous le réel. Donc quand le réel dit « On veut pas de retour en arrière, on veut conserver cette ambition », vous donnez la force aux politiques de continuer à garder cette ligne claire et ce cap clair. Et j'ai envie de dire deux choses, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a plusieurs mouvements qui sont en cours. On voit que finalement, EPBD, elle monte un petit peu comme la voiture balai. Ça, on l'a aussi en France, hein, avec les logiques de lutte contre les passoires thermiques. C'est la même méthode. On passe par le bas et on dit petit à petit, on va éliminer le pire. Voilà. Et de l'autre côté, avec la taxonomie et les objectifs qu'on a de réglementation, alors la RE 2020 et puis un jour la suite, bah c'est comme la taxonomie, ça vous tire vers le meilleur et ça vous envoie vers l'objectif. Au milieu, il y a effectivement tout un dosage de l'engagement volontaire, comme l'a dit Philippe, des acteurs, qui peuvent aller plus loin que le côté qui vous pousse par l'arrière et qui vous dit « Ok, vous n'avez peut-être pas tout de suite la possibilité d'aller chercher le top du top du top. Par contre, vous pouvez aller cranter aussi loin que possible dans les intermédiaires, ce qui vous paraît possible. » Et au fur et à mesure que vous vous confrontez à ces enjeux, et c'est là où les labels, les certifications sont des outils en fait, d'apprentissage et d'appropriation, quand vous vous y confrontez, bah, la première fois, il est peut-être un peu plus dur. La deuxième fois, vous le trouvez drôlement plus facile. Et alors la troisième, vous êtes super bien. Et quand arrivent les moments du crantage d'après, bah, vous êtes serein. C'est pour ça que je vous dis, du côté de HQE, des Finergie, etc., finalement, on est assez serein parce qu'on a des acteurs qui se sont appropriés les enjeux avant tout le monde. Là où on est stressé, c'est quand on n'a pas fait le job de se poser la question, quand on avait un peu de temps, quand on a un peu de sérénité pour pouvoir arriver à le faire. Et j'avoue qu'en ce moment, sérénité et temps, c'est pas toujours simple. Merci beaucoup. Alors le temps passe, on va quand même laisser la place à une ou deux questions maximum, mais très efficaces vos questions. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle ? J'arrive avec le micro. Et en attendant, parce qu'on ne va pas perdre de temps, il faut que je monte, quel serait le message que vous feriez passer, enfin que vous souhaitez faire passer aux professionnels qui sont devant vous par rapport à cette directive ? On est les meilleurs. On l'a soufflé dans la salle. C'est travailler ensemble. Il faut qu'on ait conscience des grands sens de l'histoire. Le grand sens de l'histoire, il nous a amené d'une approche pure énergie, une approche carbone, à une approche finalement confort, approche multi-enjeux, santé, bien-être, etc., globaux, en fait, environnementaux. Et c'est ça la dynamique qu'on suit vers le neuf. Et du côté de la réno, bah, on suit exactement la même dynamique, mais avec un petit cran de retard, enfin un petit cran de recul par rapport à ça. Et c'est le même sens de l'histoire. Donc on ne se trompe pas, je trouve, quand on regarde dans ce sens-là de l'histoire.
Christian, Oui. une réponse rapide et après on laisse... Oui, je pense effectivement que cette directive et cette application, qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus souple au niveau des innovations énergétiques, environnementales, économiques, etc. Et qu'on ait effectivement une structure pour l'innovation qui soit, disons, beaucoup plus simple et facile à mettre en œuvre. C'est ce qu'on n'a pas du tout actuellement, ni dans la RE 2020 avec tout ce qui concerne le titre 5, mais il faudrait qu'on ait aussi la possibilité d'innovation dans l'existant. Encore trop de rigidité, donc à faire C'est remonter trop rigide, dans faire les remonter concertations les à points. venir. Voilà. Merci de vous présenter. Question Oui. rapide, réponse rapide. Christophe Larchevêque, bonjour. Savons-nous qui va porter le dossier à la Commission européenne pour la France pour cette directive? Johan? C'est du style, est-ce que c'est la DHUP? Enfin, je ne sais pas qui va faire la synthèse en fait de nos réflexions et qui va déposer le dossier français. Oui, c'est la DHUP. Forcément, la DHUP, elle participe activement. Après, quel message elle va apporter? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'au niveau de l'AICVF, je laisse Francis Salard, je vois déjà qu'il a levé le doigt, de préciser quelles sont nos attentes. Voilà. Oui, alors la DHUP était invitée à cette table ronde. On leur a proposé de réunir nos experts pour, comme le souhaite la Commission, que cette transposition se fasse avec les acteurs du domaine. Et malheureusement, on a eu une fin de non-recevoir sur les deux aspects. C'est-à-dire à la fois une contribution de nos experts, on n'a rien à vendre, on est là pour que les bâtiments soient plus confortables, plus sains, à faible impact environnemental, c'est tout. L'AICVF, c'est ça, c'est pas autre chose. Et aussi bien pour les experts, pour que l'invitation à cette table ronde, je pense qu'ils auraient eu leur place, tout à fait, hein, justement, pour faire le lien dans la chaîne, finalement, des décisions qui sont nécessaires pour, comme le disait Marjolaine, aller dans le bon sens, quoi. Voilà. Et malheureusement, ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc c'est la DHUP qui... Mais moi, Philippe, concertation, les acteurs vont se réunir, vous allez discuter, vous allez remonter ça à la DHUP. Vous les connaissez bien, la DHUP, Philippe? La réponse est oui. Et donc, parce qu'on les connaît bien, moi je reste convaincu que si on se saisit de ce besoin d'innovation que Christian évoque et qu'on le fait collectivement pour porter des évolutions dynamiques qui s'inscrivent dans la directive, moi je vous dis que les pouvoirs publics accepteront de se saisir de cela. Johan. Et on va clôturer là-dessus. Pardon. Enfin, ça a été dit avant que la France a beaucoup d'atouts. La France elle avance sur beaucoup de choses, un peu en retard sur d'autres. Je suis complètement d'accord là-dessus. Je vois que, par exemple, l'analyse du cycle de vie qui est maintenant dans la directive, c'est les pays, la France l'a introduit parmi les premiers pays en Europe dans sa réglementation. Quand je regarde la méthode de calcul française par rapport même aux méthodes de calcul allemands ou d'autres qui sont encore sur des feuilles Excel dans des pays, etc., je veux dire, c'est une réelle avance. Par contre, je ne vois personne, je ne vois pas la DHUP, parce que je participe aux réunions internationales, je ne vois pas porter ces atouts au niveau européen, les exporter. Moi, je les vois côté allemand aussi, waouh, hein, ça fonctionne. L'autre côté, ça ne fonctionne pas. Bon, honnêtement, je trouve que c'est un peu regrettable. Voilà. Donc, il faut encore avancer. Oui. Même carrément créer, hein, on l'entend. En tout cas, moi, je suis obligée de clôturer cette table ronde. Je vous remercie, Philippe, Christian, Marjolaine, Johan. Merci beaucoup.